Pendant de nombreuses décennies, Electronic Arts occupait avec assurance une place parmi les leaders de l'industrie vidéoludique. Depuis ses débuts sur le marché, ses ventes ne cessèrent de croître, tout comme les revenus de l'ensemble du secteur, qui suivait une tendance de croissance constante. En conséquence, ces dernières années, ses revenus annuels ont dépassé les 5 milliards de dollars, une somme qu'elle gagne en une seule année. Ce résultat impressionnant s'explique par le fait qu'Electronic Arts s'est longtemps consacré à la conception et à la publication de certains des jeux vidéo les plus populaires et les plus vendus au monde. Parmi leurs projets véritablement cultes et reconnaissables, on trouve le simulateur de vie, les Sims, les courses Need for Speed, ainsi que les séries sportives Madden et FIFA. Ces jeux ont conquis le cœur de millions de joueurs à travers le monde et occupent une place spéciale dans l'industrie du jeu vidéo. Malgré ce succès commercial considérable, la réputation de l'entreprise, au fil des années, laissait à désirer aux yeux de nombreux individus. On peut dire qu'elle était fréquemment évoquée avec un certain mécontentement, et à certaines périodes, elle était même qualifiée d'empire du mal. Et, soyons francs, ce surnom n'était pas toujours justifié, mais il reflétait néanmoins une perception négative de la société dans l'opinion publique. Un exemple en est l'un des sites populaires, appelé The Consumerist, qui réalisait chaque année un classement baptisé « Le tournoi des pires entreprises d'Amérique ». Dans le cadre de cette compétition, les utilisateurs votaient pour les organisations qu'ils estimaient mériter le plus leur aversion. Et, à la surprise de tous, en 2012, pas moins de 250 000 personnes ont donné leur voix à Electronic Arts, la déclarant ainsi la grande gagnante de cette anti-distinction. Ce que l'on pouvait voir dans le classement final était tout sauf banal. Y figuraient aussi bien des compagnies aériennes que des grandes chaînes de distribution ou des banques. Il n'était donc pas surprenant que remporter cette distinction pour une entreprise de jeux vidéo ait été une véritable surprise. Plus étonnant encore, Electronic Arts ne s'était pas contentée de cette réussite une seule fois. Dès l'année suivante, elle a de nouveau été désignée comme la société la plus détestée selon cette même audience, confirmant ainsi sa réputation de manière solide. Cette insatisfaction du public n'a pas disparu avec le temps. 6 ans plus tard, apparaître dans la liste des 20 organisations les plus haïes, selon le journal USA Today, témoigne que l'aversion envers la société persistait. Un autre exemple marquant réside dans le fait que, jusqu'au début du XXIe siècle, et ce récemment encore, j'ai lancé sur l'une de mes chaînes une série de vidéos où je mettais en avant la liste des entreprises en activité les plus détestées dans le monde. Chacune de ces vidéos suscitait de nombreux commentaires et débats, et Electronic Arts n'a jamais manqué d'apparaître parmi les marques les plus discutées. Cela témoigne à quel point la réputation de l'entreprise s'est profondément enracinée dans l'opinion publique. En réalité, la demande sur ce sujet était l'une des plus fréquentes, pratiquement depuis le début de la série de vidéos. Aujourd'hui, je voudrais tenter d'expliquer les principales raisons pour lesquelles Electronic Arts suscite une telle répulsion, voire un rejet chez de nombreuses personnes. Pour clarifier, je tiens à souligner que mes propos ne visent pas à convaincre ou à façonner l'opinion de quiconque. Je n'ai aucun objectif personnel ni favoritisme envers cette entreprise. De plus, je comprends que beaucoup ont leurs propres raisons de méfiance ou d'animosité. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi cela se produit. L'histoire de la fondation d'Electronic Arts commence durant l'époque dite des premiers jours du marché des jeux vidéo domestiques, quand les joueurs ont commencé à s'approprier de plus en plus activement les consoles de jeux et les ordinateurs pour des divertissements à domicile. La biographie de son fondateur, Trip Hawkins, mérite une attention particulière, car c'est lui qui a été l'homme dont le parcours professionnel, même avant la création de EA, était très impressionnant. Il a obtenu son diplôme à Harvard, puis a poursuivi une maîtrise en administration des affaires à Stanford. Après cela, Trip Hawkins est devenu l'un des premiers 100 employés d'Apple, qu'il a rejoint à la fin des années 1970. En 4 ans, sa carrière chez Apple s'est considérablement développée, lui permettant d'acquérir une précieuse expérience dans les domaines de la technologie et du développement. Lorsqu'à la fin des années 1970, Trip décida de quitter Apple pour réaliser son propre projet d'entreprise, il se donna pour mission de créer et de vendre des jeux vidéo pour ordinateurs domestiques. Ses premiers projets furent une petite entreprise appelée Quote-5- avec un apostrophe,
ce qui reflétait l'approche créative et personnelle qu'il souhaitait apporter à son activité. Rapidement, le nom fut changé en Quote 6, car Hawkins considérait que chaque jeu était une œuvre d'art à part entière, et ses créateurs, des artistes dont la créativité méritait une reconnaissance adéquate. Le nom Quote 7 reflétait précisément cette conception, chaque jeu devant être perçu comme une œuvre artistique unique, et les développeurs comme de véritables maîtres de leur métier. Selon Hawkins, c'était cette approche qui était la bonne pour commencer une entreprise liée au game design et à la création de nouveaux mondes virtuels. Dès la première année après la fondation, grâce à des investissements privés, la société a réussi à rassembler environ 5 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour agrandir l'équipe, en embauchant une douzaine de nouveaux employés, ainsi que pour déplacer le développement hors du domicile de Hawkins, de sa maison. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à créer leur premier jeu vidéo, lançant une entrée audacieuse et ambitieuse dans l'industrie. En ce qui concerne les idées initiales et les concepts, ils étaient très audacieux et innovants, ce qui a permis à l'entreprise d'attirer immédiatement l'attention et de poser les bases de ses futurs succès. À cette époque, alors que le marché des jeux vidéo connaissait une croissance rapide et évoluait constamment, de nouveaux acteurs commencèrent à apparaître. Des créateurs de contenu indépendants, souvent en dehors des grandes entreprises. Leurs noms figuraient parfois sur les couvercles de jeux célèbres, ce qui mettait en valeur leur contribution artistique et leur originalité. N'étant pas la première personne à noter que la conception de ces jeux ressemblait souvent à celle des pochettes d'albums de musique, je tiens aussi à le souligner. Parmi les meilleures solutions visuelles, selon moi, se trouvait la conception du jeu intitulé Quote 8. Ce design est devenu l'un des plus impressionnants que j'ai jamais vu. Il se distinguait par son style, sa vivacité et son originalité, ce qui le rendait non seulement attrayant, mais aussi mémorable pour les joueurs et les collectionneurs. Un autre projet notable de cette époque fut un jeu au nom long et assez complexe, Quote 9. Malgré son nom accrocheur et sa simplicité apparente, le jeu représentait bien plus que cela. Il posait les bases et les tendances précoces qui seront plus tard développées dans l'industrie des simulateurs sportifs. On peut dire que ce jeu fut le précurseur de la série de produits créés par UA Sports, et l'on peut voir comment les célébrités du sport furent utilisées pour promouvoir et marketer les jeux vidéo. L'objectif principal était d'attirer un large public, car l'utilisation d'athlètes populaires rendait les jeux plus réalistes, captivants et attrayants pour les fans de ces sports. Un exemple particulièrement marquant de cette approche est la série de jeux sur John Madden, sortie environ 5 ans après les premières tentatives d'intégration de sportifs célèbres dans leurs produits. En ce qui concerne le développement de la société Electronic Arts, il convient de noter qu'après cela, elle décida rapidement de passer à la pratique de la distribution directe de ces jeux via des réseaux de vente au détail. Ainsi, l'entreprise commença à approvisionner elle-même ses produits aux grands points de vente, évitant les intermédiaires et les distributeurs. Cela renforça considérablement sa position sur le marché et accéléra la croissance des ventes. Déjà à la fin des années 1980, Electronic Arts occupait assurément une place de leader parmi les développeurs de logiciels et de jeux vidéo en général, étant reconnu comme un géant du secteur, créant des jeux de qualité et populaires, très demandés par des millions d'utilisateurs. Cependant, à cette époque, de premiers signes de futures difficultés commencèrent à apparaître. Il devint évident que le marché des consoles de jeux devenait un secteur de plus en plus prometteur et porteur de succès. Face à l'énorme quantité de propriétaires de téléviseurs, largement supérieure au nombre de possesseurs d'ordinateurs personnels, l'industrie du jeu privilégiait les consoles, des appareils plus massifs et plus accessibles. Le produit le plus populaire à cette époque pour le grand public était la console de jeu Nintendo Entertainment System, NES. Cette console de jeu a réussi à exploiter efficacement le facteur de la popularité de masse et à capter une part importante du marché en surpassant ses concurrents. Cependant, Nintendo avait sa propre approche. La société a déclaré que Electronic Arts ne pourrait créer des jeux que pour leur système et qu'aucune de leurs productions ne serait disponible sur d'autres plateformes. En d'autres termes, Nintendo a en réalité interdit à EA de distribuer ses jeux sur des systèmes alternatifs, ce qui a créé de sérieux risques pour la société. Au lieu d'accepter cette condition, EA a pris une décision risquée,
renoncer à de telles restrictions et se concentrer sur un segment nouveau et prometteur, la console Sega Genesis, qui commençait tout juste à apparaître sur le marché. En 1989, EA a franchi une étape importante en faisant appel à des investisseurs et en réalisant une introduction en bourse, ce qui leur a permis de lever environ 84 millions de dollars. Une partie des fonds recueillis a été consacrée à la création de jeux pour la nouvelle console Sega Genesis, qui est devenue une orientation stratégique pour l'entreprise à cette époque. Grâce à son alliance avec Sega, Electronic Arts a pu renforcer considérablement sa position et accélérer sa croissance, car elle-même et son partenaire développaient activement le marché des nouvelles plateformes. Au début des années 90, leur collaboration produisait déjà des résultats probants. Les ventes de supports physiques de logiciels pour consoles de salon ont commencé à dépasser en volume celles pour les ordinateurs personnels. Déjà en 1992, les revenus de l'entreprise issus de la vente de jeux pour consoles ont dépassé ceux issus des logiciels pour PC, ce qui témoignait d'un changement structurel dans le secteur. L'industrie du jeu devenait de plus en plus dépendante du segment des consoles. Et si l'on regarde les années qui ont suivi, on peut estimer qu'environ en 1993, plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise, atteignant 300 millions de dollars, provenait exclusivement de jeux pour la console Sega, ce qui démontrait clairement comment Electronic Arts est devenue une force majeure et un acteur clé dans l'industrie du jeu vidéo. Jusqu'à cette date, autant que je sache, les représentants de l'entreprise jouissaient d'une réputation assez favorable parmi les joueurs et les professionnels du secteur. Cependant, compte tenu de la situation qui s'est instaurée, on peut affirmer avec certitude que c'est précisément à cette période que Electronic Arts a commencé à rencontrer de graves difficultés et problèmes internes. Parmi ceux-ci, un aspect particulièrement important est que la société a commencé à perdre la confiance des développeurs indépendants et parfois à détruire purement et simplement leurs initiatives créatives. Étonnamment, Electronic Arts possède une longue histoire d'acquisition de petits studios, souvent indépendants, spécialisés dans le développement de jeux vidéo, et cela conduisait fréquemment à leur disparition totale du marché, à leur fragmentation ou à leur fermeture. Pour eux, en réalité, les startups ou les petits développeurs indépendants étaient plutôt une source de nouvelles idées pouvant contribuer au développement de l'industrie, plutôt que des concurrents. Cependant, EA les percevait souvent comme une menace ou simplement comme des outils pour une expansion rapide. À l'époque où l'entreprise commença à prendre de l'ampleur et à étendre ses activités, elle ne manqua pas l'occasion d'acquérir l'un des studios célèbres du début des années 90, Origin Systems. Ce studio existait depuis les années 80 et devint populaire grâce à la série de jeux appelée Quote 11. Ces jeux furent parmi les premiers à représenter une avancée significative dans le genre des jeux de rôle, reconnus comme innovants pour leur époque, car ils offraient aux joueurs une intrigue exceptionnellement profonde et riche, un univers détaillé et de nombreuses possibilités d'interaction. Au moment où EA acheta Origin Systems, l'équipe avait déjà une expérience considérable et jouait le rôle de l'un des principaux développeurs dans le domaine des jeux vidéo. Une place particulière dans leur portfolio occupait la série Quote 12, considérée comme l'un des projets les plus importants et influents de l'histoire du genre. Ce sont précisément ces jeux qui ont posé les bases pour le développement ultérieur des jeux de rôle sur PC et fixé des standards de haute qualité. Il faut noter que, lors de l'acquisition, après que Electronic Arts est devenu un acteur majeur de l'industrie, l'équipe d'Origin continua à travailler et à ravir les fans avec de nouvelles sorties. La période de 2 ans suivant l'achat par la société fut marquée par une intensification des efforts pour le développement de la franchise et la création de nouvelles versions. En particulier, pour le développement de la 8e partie de Quote 13, sortie environ 2 ans plus tard, on considère que, selon l'avis des spécialistes et des joueurs, la production du jeu a été précipitée. Cela s'explique par le fait que la société, poussée par des échéances internes et externes, a fixé des délais irréalistes. En conséquence, le processus de création du jeu fut sous pression, ce qui, selon de nombreux experts et fans, a eu un impact négatif sur la qualité du produit final. Il est devenu moins élaboré et plus bâclé que prévu. Ainsi, même les projets les plus brillants et couronnés de succès à cette époque pouvaient courir le risque de perdre leur meilleure qualité
et leurs valeurs innovantes en raison du stress lié au calendrier, imposé par la direction ou les actionnaires, ce qui témoigne clairement des difficultés rencontrées par l'entreprise lors de sa croissance rapide. Le résultat de ce jeu laissa un sentiment d'inachèvement, comme s'il avait été délibérément laissé inachevé, car il contenait de nombreuses intrigues non résolues et des éléments mal pensés, suscitant un sentiment de non-dit. De même, la 7e partie de la série Quote, 14 souffrait également de l'absence de fin claire et de connecteurs logiques, et c'est justement à cause de cela que sa réputation en fut affectée, et que ses ventes chutèrent à des niveaux dangereusement faibles. Lorsque les résultats commerciaux se sont révélés insatisfaisants, la société Electronic Arts a décidé de cesser le développement de cette série, et, en 2004, elle a totalement fermé le studio Origin Systems qui lui appartenait. Il convient de souligner que la situation n'est pas aussi simple ni univoque qu'il y paraît, et derrière cette entreprise, une histoire complexe et stratifiée se dessinait. Néanmoins, la perception publique s'est construite ainsi, comme si Electronic Arts avait pris le contrôle d'un développeur tout à fait digne et performant, l'avait contraint à sortir des jeux de mauvaise qualité, puis, après avoir puisé toutes ses forces et ses ressources, l'avait simplement liquidé. En évoquant de tels cas, beaucoup notent que ces actions ont souvent conduit à la destruction de la réputation et à la disparition de studios talentueux. Un exemple particulier est celui de Bullfrog, une société britannique fondée à la fin des années 1980. Elle s'était illustrée grâce à ses jeux de stratégie, notamment la série Quote 15. En 1995, elle a été acquise par Electronic Arts, ce qui semblait globalement être une bonne nouvelle. Sous leur contrôle, le studio a pu lancer l'un de ses projets à succès, Quote 16, qui a été bien accueilli par les joueurs et la critique. Toutefois, en 2001, Bullfrog a définitivement disparu en tant que division indépendante, étant totalement fusionné avec un autre bureau de la société, EAUK. C'est à ce moment-là que s'est manifesté un choc culturel et des différences fondamentales dans les approches. Le style propre de Bullfrog, la créativité, l'originalité et la liberté d'expression contrastaient fortement avec la culture d'entreprise plus formaliste et rigide, imposée après l'acquisition. La transformation a conduit à freiner le potentiel créatif du studio, tandis que l'atmosphère est devenue plus professionnelle et stricte, ce qui entravait clairement l'innovation et la liberté d'expérimentation. En fin de compte, malgré sa gloire passée et son succès, le studio, qui pouvait inspirer et ravir de nombreux joueurs, s'est simplement retrouvé absorbé par la grande mécanique d'entreprise. On peut dire qu'Electronic Arts a acquis un développeur prometteur et plein de potentiel, mais que, 6 ans plus tard, elle l'a pratiquement éliminé en tant qu'entité indépendante. Je ne souhaite pas répéter en détail la même histoire pour chaque studio individuel, mais un autre exemple célèbre est celui de Westwood Studio. Cette société, fondée également à la fin des années 1980, s'est fait connaître grâce à sa série de jeux de stratégie Quote 17. En 1998, elle a été rachetée par Electronic Arts dans le cadre d'une transaction importante pour la somme de 122 millions de dollars, ce qui était compréhensible dans le contexte de la volonté de l'entreprise d'étendre son influence dans le domaine du développement stratégique. 5 ans plus tard, en 2003, le laboratoire Westwood a complètement cessé ses activités. Il a été fermé après que la société a fusionné certaines filiales dans le cadre de son système global, ce qui a entraîné la disparition de la marque indépendante. De nombreux autres exemples pourraient être cités, et dans chacun d'eux, une même tendance est clairement visible. Un grand éditeur, doté de ressources et capable de développer des studios talentueux, préfère intégrer rapidement ces studios, puis simplement les fermer, s'ils ont le potentiel de devenir indépendants ou innovants. Ces histoires témoignent clairement que ce qui se passait n'était pas simplement une absorption, mais souvent une élimination progressive des équipes créatives uniques. Beaucoup comparent ces situations à l'histoire classique de la littérature américaine, le livre Quote 18. Là, un des personnages, Lenny, aimait passionnément les lapins. Il les nourrissait avec soin et les caressait doucement. Mais malheureusement, à cause de son impulsivité et de sa hyper-réactivité, il leur faisait accidentellement du mal. Lorsqu'il les embrassait trop fort ou les caressait avec force,
certains lapins mouraient. De même, on peut dire que la situation avec Electronic Arts s'apparente à cela. La société voulait fortement que les studios qu'elle achetait montrent du succès et deviennent stables. Cependant, tout cela se faisait dans le cadre d'un contrôle strict, comprenant des délais serrés et des règles qui, souvent, empêchaient l'expression réelle de la créativité et de l'inspiration. Le résultat de ces tentatives n'a pas amélioré la situation, bien au contraire. Cela a provoqué du stress chez tous les participants, engendré des difficultés durant le processus de développement et considérablement réduit le niveau d'innovation. Il est important de noter que tout cela constitue un contraste profond avec le début de cette société. À ses débuts, on l'appelait Electronic Arts, et elle se présentait comme une marque soutenant les créateurs innovants et artistiques de jeux vidéo. Cependant, au cours de son histoire, elle est malheureusement devenue de plus en plus une structure de gestion qui freinait plutôt le développement artistique que ne le soutenait. Croyez-moi, cela pourrait faire l'objet d'un film à part entière, ou même d'un projet documentaire, racontant comment une grande entreprise peut parfois nuire à la créativité. Mais je dois passer à un aspect important, car c'est précisément sur ce point que porte aujourd'hui une discussion cruciale, les microtransactions et les fameux loot boxes. Ces mécanismes sont en réalité un modèle qui implique une dépense obligatoire en argent réel pour accéder à des contenus ou des objets à l'intérieur du jeu. Electronic Arts a acquis une réputation de société qui implante activement ces systèmes partout. On peut honnêtement dire que c'est une méthode très efficace pour assurer à l'entreprise un flux de revenus stable, même après la sortie du jeu. Cependant, cette approche est extrêmement mal perçue par une partie du public. Beaucoup de joueurs le considèrent comme envahissant et injuste, car il faut souvent dépenser de l'argent supplémentaire pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour simplifier le processus de jeu. En un mot, la majorité des joueurs ne soutiennent pas la nécessité de faire des achats complémentaires en monnaie réelle afin d'avoir un accès complet ou de profiter pleinement du jeu. Cela a été particulièrement évident dans le cas célèbre et scandaleux lié au projet Quote 19. Au XXIe siècle, bien avant que ce jeu ne fasse sa première apparition sur le marché, il avait déjà suscité une vague de mécontentement et de condamnation dans la communauté des joueurs. La raison en était le système des fameux loot box, introduit dans le gameplay pour donner aux joueurs des avantages inégaux, transformant en pratique le jeu en une sorte de quote 20. En d'autres termes, ceux qui décidaient de ne pas dépenser d'argent supplémentaire se retrouvaient inévitablement en position désavantageuse par rapport à ceux prêts à investir. Une telle approche était perçue comme extrêmement injuste et provocante. Imaginez, des gens achètent un jeu à 60 $ et après l'avoir acheté, se retrouvent confrontés à un système qui semble avoir été conçu spécialement pour encourager des dépenses supplémentaires. Ceux qui refusaient d'acheter les loot box ou d'autres objets payants se retrouvaient en mauvaise position, ce qui transformait souvent le processus de jeu en une inégalité où l'argent décidait vraiment de tout. La situation devenait encore plus contestable lorsqu'il s'agissait de personnages clés de l'univers, comme Luke Skywalker ou Dark Vador. Ces héros pouvaient être indisponibles dès le départ, et pour les débloquer, il fallait passer 40 heures ou plus dans le jeu, ce qui était assez fatigant et pouvait décourager de nombreux joueurs. Alternativement, ils pouvaient être achetés en dépensant de l'argent supplémentaire, ce qui rendait ce mode d'obtention des héros très douteux en termes d'équité. Tout ce mécanisme semblait très suspect, donnant l'impression que la société Electronic Arts était plus préoccupée par la maximisation des profits que par la véritable satisfaction des joueurs ou par offrir une expérience ludique intéressante. Et même si les représentants de l'entreprise affirmaient que tout cela avait été fait pour permettre aux joueurs de ressentir de la fierté et de la satisfaction en débloquant leurs héros, en pratique, la majorité des utilisateurs considéraient ces arguments comme peu convaincants. Un post dans une section populaire du réseau social Reddit est devenu rapidement le sujet de discussion la plus flagrante et la plus négativement évaluée dans l'histoire de la plateforme. Il y était question du fait que Disney, propriétaire de la marque Star Wars, exprimait également son mécontentement face à la situation. Dans le commentaire, il était indiqué que la nécessité d'acheter des loot boxes pour jouer pleinement transformait le processus de jeu en une forme de divertissement basé sur le hasard, ce qui était en réalité exactement le contraire de l'idée d'un jeu honnête et équilibré.
Toutes ces conséquences, la réaction négative de la communauté et la dégradation de la réputation de la franchise, semblent avoir été le dernier coup de pouce qui a incité les développeurs à corriger certains aspects contestés du projet. On peut dire que ce sont justement l'indignation publique et le mécontentement général qui ont été le facteur déterminant dans leurs actions ultérieures pour améliorer la situation. En ce qui concerne mes raisons personnelles de critiquer ce jeu, elles ne sont certainement pas aussi vastes, mais méritent néanmoins une mention séparée. Avant tout, je souhaite attirer l'attention sur le problème de l'exploitation des employés, qui, malheureusement, a été largement relayé par les médias. En 2006, une série de procès collectifs liés au paiement des heures supplémentaires a été engagée. Tout cela a commencé en 2001, lorsque l'un des employés a raconté sur un blog sa situation, révélant que sa femme travaillait chez Electronic Arts et passait 13 heures par jour dans les bureaux, 7 jours sur 7. On peut facilement imaginer qu'il s'agissait d'une semaine de près de 90 heures pour une seule personne, travaillant presque en continu. Ce témoignage a attiré une grande attention du public et des médias, ce qui a conduit à 2 procès distincts, un par des artistes, l'autre par des programmeurs, qui ont été par la suite réglés avec une compensation d'environ 15 millions de dollars. On peut donc dire que ce problème ne se limitait pas à un conflit isolé, mais représentait une injustice systémique au sein même de l'entreprise, manifestée par la violation des droits des employés. De tels procès témoignaient clairement du fait que, dans l'entreprise, les droits des salariés étaient souvent ignorés, les obligeant à travailler au-delà des heures légales, sans rémunération ou compensation adéquate. Tout cela s'est produit bien avant que les scandales modernes et les débats sur les droits du travail et l'éthique des employeurs ne fassent surface, laissant une empreinte importante dans l'histoire sociale et professionnelle de la société. En plus des raisons déjà mentionnées, Electronic Arts a modifié sa politique d'entreprise, en établissant qu'environ 200 de ses employés ont désormais droit à une rémunération pour les heures supplémentaires. En faisant cela, ils ont probablement tenté d'atténuer les critiques relatives aux conditions de travail et aux relations avec les salariés. La question logique suivante se pose. Quelles sont précisément les raisons qui expliquent la perception négative de cette entreprise parmi les joueurs et le grand public ? On peut distinguer au moins 3 raisons principales, chacune ayant sa propre nature, tout en étant interconnectées dans le cadre d'une opinion générale. Dans l'ensemble, la majorité des utilisateurs, en particulier ceux qui sont activement impliqués dans l'industrie du jeu vidéo, considèrent que la propriété intellectuelle d'Electronic Arts n'est pas seulement un domaine de créativité et de mise en œuvre d'idées innovantes, mais aussi une source de déception constante liée à la commercialisation. Ces critiques ont tendance à penser que, avant tout, l'entreprise est plus préoccupée par l'augmentation et la stabilisation de ses revenus que par le développement de ses projets ou le bien-être de ses clients. À leurs yeux, Electronic Arts apparaît comme une sorte d'entité corporative qui voit son audience et ses fans avant tout comme une source infinie de profit, ce qu'on pourrait appeler portefeuille sur roulette. De plus, pour beaucoup, les employés de la société ne sont que des outils, des moyens pour atteindre des objectifs financiers égoïstes. Ils ne considèrent pas une équipe de professionnels à part entière, mais plutôt des éléments d'un système destiné à générer des profits. Il est important de préciser que je ne tire pas moi-même de conclusions définitives, ni n'affirme que ces comportements se produisent réellement en pratique. Je ne possède pas de preuves personnelles ou d'informations internes confirmant ou infirmant ces suppositions. Cependant, ces opinions et perceptions se forment parmi une partie du public à partir de l'observation du comportement de l'entreprise et de ses décisions. Elles contribuent à façonner une certaine réputation, qui suscite des réactions ambivalentes, mêlant parfois mépris et déception. Aujourd'hui, chers lecteurs et spectateurs, je souhaite vous poser une question. Comment percevez-vous Electronic Arts ? La voyez-vous comme un monstre qui dévore tout pour son propre bénéfice ? Ou comme un créateur talentueux de jeux remarquables, inspirant des millions de joueurs à travers le monde? Et si votre opinion penche plutôt vers le génie maléfique, vos raisons correspondent-elles à celles que j'ai décrites? Il faut garder à l'esprit que cette liste n'est pas exhaustive. Chacun peut avoir des motifs totalement différents pour son insatisfaction ou sa sympathie. Peut-être que vos arguments concernant cette entreprise diffèrent grandement des miens, et cela est tout à fait normal. Je voulais simplement mettre en avant les raisons qui me paraissent les plus fréquentes
et qui suscite le plus de réactions. Bien sûr, il existe de nombreuses autres nuances, facteurs et points de vue qui pourraient s'avérer importants dans le cadre d'une discussion. Quoi qu'il en soit, si vous avez vos propres réflexions, sentiments ou explications concernant les activités d'Electronic Arts, je serai heureux de les entendre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager votre opinion. Il est pour moi crucial de comprendre votre rapport à cette entreprise et d'écouter vos arguments. Merci de votre attention et du temps consacré à partager vos pensées en commentaire. Vos retours permettent d'élargir la compréhension de la situation et d'apporter une vision plus complète du sujet que nous abordons.